Bienvenue à ce nouveau cours sur la transformée de Laplace. Donc en automatique, une première étape très importante consiste à modéliser un système quelconque. Ici, on s'intéressera au système linéaire. Donc la modélisation consiste à trouver la relation mathématique entre l'entrée du système et sa sortie. Donc imaginez que vous ayez une boîte noire, vous pouvez appliquer un signal en entrée, vous allez récupérer un signal en sortie. Donc quand on nomme système sous forme de boîte noire, c'est qu'on ne connaît pas la relation mathématique à l'intérieur. Le fait de le modéliser nous induit à chercher cette relation mathématique qui lie l'entrée à la sortie. Donc le plus souvent, on va obtenir différentes équations qui modélisent la sortie à l'entrée de ce système. Donc supposons que notre système est appelé G. Ici, on va appliquer une entrée E et on va récupérer une sortie S. Donc la façon la plus simple de décrire le comportement de ce système, c'est de retrouver des équations en fonction du temps. Donc on va considérer que l'entrée varie en fonction du temps, E de t, et donc forcément la sortie va varier également en fonction du temps. Donc on s'intéresse particulièrement à S de t pour savoir si la sortie va être stable ou pas. Donc à ce moment-là, si on connaît S de t, il suffit de tracer la réponse S de t en fonction du temps, c'est la réponse temporelle, et voir vers quelle valeur va converger S de t au bout d'un temps donné. Donc on verra à la fois si elle est stable ou pas, et vers quelle valeur elle va converger. Donc les systèmes linéaires sont l'objet de notre étude, et souvent on modélise tout système, quelle que soit sa nature, par des équations différentielles de ce type-là. Donc quelle que soit la nature, qu'on soit dans le domaine électrique, mécanique, pneumatique, biologique ou autre, le plus souvent on passe par une équation aux équations différentielles. Donc si on est dans le domaine électrique, on va utiliser les lois de Kirchhoff, loi des nœuds et loi des mailles. Si on est dans le domaine mécanique, on utilise les lois de Newton, la somme des forces égale à 1 gamma, la seconde loi de Newton. Et puis si on est en hydraulique ou autre, on utilisera probablement l'équation de Bernoulli qui vont donner des équations différentielles. Donc ceci s'applique à tout système, quelle que soit sa nature, en partant des équations différentielles écrites sous cette forme. Donc on a à gauche de l'égalité la sortie S de t et ses dérivés jusqu'à l'ordre n, affectés de coefficients constants de A0 jusqu'à n. C'est égal à une combinaison des entrées E de t et des dérivés jusqu'à l'ordre m des entrées, affectés également de coefficients B0 jusqu'à Bm. Alors le plus souvent pour des systèmes réels, n est supérieur à m. C'est ce qui se passe si vous avez un système réel. Puisque n est supérieur à m, on dira que l'ordre de nos systèmes est n, puisqu'on va prendre l'ordre le plus élevé. Voilà, c'est ce qui est dit là. Donc l'ordre le plus élevé sera appelé l'ordre du système. La résolution dans le domaine temporel en résolvant les équations différentielles est très complexe. Elle est d'autant plus complexe que l'ordre du système est élevé. Parfois, elle est impossible. Puisqu'on s'intéresse à trouver S de t, résoudre S de t dans le domaine temporel est quand même plus difficile. Donc pour pallier à cette difficulté, on va passer au domaine fréquentiel qui nous permet plus de souplesse. Et donc, ceci sera facilité par la transformée de Laplace. Donc la transformée de Laplace permet de passer les équations du domaine temporel au domaine fréquentiel pour pouvoir les résoudre. Donc la transformée de Laplace consiste simplement à récupérer ces équations différentielles, à appliquer la transformée de Laplace en introduisant l'opérateur laplacien P. Alors pour l'instant, on va définir l'opérateur laplacien comme étant l'opérateur dérivé d sur dt
c'est l'opérateur laplacien P. Du coup, si on a une dérivée à l'ordre n, ça correspond à l'opérateur laplacien à la puissance n, et ainsi de suite. Donc on considère une fonction f de t, fonction du temps, définie dans R, et on dira que cette fonction est causale. Donc en automatique, on prendra le plus souvent une fonction causale. Une fonction causale est une fonction qui est nulle si le temps est négatif. En effet, en automatique, on ne s'intéresse pas à voir ce qui s'est à voir en arrière. Donc ce qui s'est déjà passé, c'est du passé. On s'intéresse au temps présent et à l'avenir pour stabiliser les systèmes. Donc quand vous entendez le mot causal, ça veut simplement dire que la fonction est nulle si le temps est négatif. La transformée de Laplace de petit f de t sera appelée grand F de P. Et on prendra cette notation à chaque fois, la lettre minuscule pour représenter le signal temporel et sa lettre majuscule, la même lettre en majuscule, pour sa transformée en fréquentielle, c'est la transformée de Laplace. La transformée de Laplace est définie par cette intégrale. Donc f de P, qui est la transformée de Laplace de petit f de t, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini, plus l'infini, de f de t exponentielle moins p fois t dt. Donc là, vous aurez remarqué que l'on ne s'intéresse pas au temps négatif, puisque la fonction est nulle. Donc p, c'est l'opérateur laplacien et c'est un nombre complexe. Souvent, p est égal à sigma plus j oméga, où sigma est une très petite valeur positive. D'accord? Sigma est souvent une très petite valeur positive. Parfois, on la négligera devant j oméga. Oméga, c'est la pulsation. C'est 2πf. Donc là, on voit bien qu'on est dans le domaine fréquentiel puisque la pulsation ou la fréquence apparaissent dans P. Donc on dira que f de P, c'est l'image de f de t à travers la transformée de Laplace. Et petit f de t, c'est la fonction originale de grand F de P. La transformée de Laplace existe si et seulement si cette intégrale converge. Il faudra qu'on puisse calculer cette intégrale. Pour pouvoir la calculer, il faudra qu'elle converge. Donc à ce moment-là, on a deux conditions à vérifier. Il faut que la fonction soit continue par morceaux entre 0 et x0, donc toute valeur positive qui va aller jusqu'à l'infini par la suite. Et puis que cette intégrale soit d'ordre exponentiel infini. C'est-à-dire qu'il existe une valeur m strictement positive et alpha such that, tel que cette limite de f de t est bornée par m exponentielle alpha t. C'est pour ça qu'on dira qu'elle est de nature d'ordre exponentiel, c'est-à-dire qu'elle est bornée par une exponentielle. Donc comme l'exponentielle est une valeur relativement élevée, ça veut dire que f de t peut aller à des valeurs élevées sans pour autant diverger. Voilà la définition, les conditions pour que la transformée de Laplace existe. On va prendre des exemples. Le premier vous demande de calculer la transformée de Laplace de fonctions élémentaires souvent utilisées en automatique, en utilisant le calcul direct. Quand vous voyez le mot calcul direct, c'est-à-dire qu'il faudra calculer l'intégrale. Donc les fonctions élémentaires usuelles utilisées souvent en automatique, c'est la fonction échelon unitaire, unitary step, également appelée la fonction Heaviside. Donc, elle a l'équation suivante, c'est une fonction qui vaut 1, puisqu'elle est unitaire, lorsque le temps est positif ou nul, et elle est nulle, puisque c'est une fonction qui doit être également causale, donc si le temps est négatif, elle est nulle. Si on voudrait la tracer en fonction du temps, l'échelon unitaire a cette tête-là, donc nulle, et à partir de 0, c'est une constante qui vaut 1. Donc échelon unitaire. Donc voilà,
petit u de t, quelle est sa transformée de Laplace pour avoir grand U de P? Donc là, il faudra voir la résolution à travers le TD numéro 1, où on résout cette question en appliquant directement la définition de la transformée de Laplace par l'intégrale. La deuxième fonction la plus utilisée, également en automatique, c'est la fonction Unitary Pulse, c'est la fonction impulsionnelle ou l'impulsion de Dirac. Donc l'impulsion de Dirac, sigma, est égale à 1 sur epsilon lorsque le temps est entre 0 et epsilon, et puis nul si le temps est supérieur à epsilon, et également nul si le temps est négatif, tel que epsilon va tendre vers 0. Donc le tracé ressemble à ça. Donc on a l'impression que c'est un carré, sauf que il faut faire tendre epsilon vers 0. Si on fait tendre epsilon vers 0, on obtient une amplitude quasi infinie sur un laps de temps très court. Donc l'impulsion de Dirac, c'est une énergie quasi infinie sur un laps de temps relativement nul. Donc en entrée d'un système, on va appliquer l'une de ces deux entrées, l'un de ces deux signaux, soit l'échelon unitaire, et on s'intéressera à la sortie, lorsque le système subit un échelon unitaire en entrée, et puis également lorsqu'on applique à l'entrée du système une impulsion de Dirac, comment évolue le système pour dire s'il est stable ou pas. Voilà, ici également la transformée de Laplace de la fonction de Dirac est à étudier en TD. Alors, comme on a fait la traversée du temporel vers le fréquentiel grâce à la transformée de Laplace, on peut également faire le chemin inverse, puisque à la fin, il faudra donner la solution S de t ou F de t. Donc j'explique, on a dans le domaine temporel initialement des équations différentielles très dures à résoudre, donc on ne sait pas calculer F de t ou S de t. On va passer les équations différentielles au domaine fréquentiel grâce à la transformée de Laplace. On résout plus ou moins facilement en fréquentiel. Et une fois qu'on a trouvé la solution F de P, la solution dans le domaine fréquentiel, on va repasser par la transformée de Laplace inverse pour donner la solution F de T ou S de T. Donc on s'intéresse ici à calculer la transformée de Laplace inverse. Donc the inverse Laplace transform, la transformée inverse de Laplace, est calculée en utilisant également une intégration. L'intégration, elle est de ce type-là. Donc f de t est égal à 1 sur 2 pi j. L'intégrale entre c moins j oméga jusqu'à c plus j oméga, tel que c est une constante, de f de p exponentielle p fois t dp. Voilà. Alors, il faut se dire que le calcul de la transformée inverse en utilisant cette formule est relativement complexe. C'est une chose que l'on fait quasiment jamais. On va utiliser à la place les tables des transformées de Laplace qui pourront nous donner la transformée inverse d'une manière relativement simple, sans passer par le calcul de cette intégrale. Donc voilà le tableau qu'on utilisera souvent, qui nous donne la fonction initiale. Donc ici, vous avez l'impulsion de Dirac, donc un signal quasi infini sur un laps de temps très court. Sa transformée de Laplace est égale à 1. Donc là aussi, c'est directement l'application de l'exercice qu'on a vu précédemment, dont vous verrez la solution en TD. Donc on sait dès à présent que la transformée de Laplace d'une impulsion de Dirac, c'est la valeur 1. L'inverse est vrai. Donc la transformée inverse de 1, on pourra directement dire que c'est l'impulsion de Dirac. L'échelon unitaire, sa transformée de Laplace,
c'est 1 sur P. Donc en utilisant cette table, si jamais vous rencontrez la fraction 1 sur P et qu'on vous demande sa transformée inverse, vous allez directement dire que c'est un échelon unitaire. Si vous avez un gain constant au numérateur, on récupérera ce gain au niveau de l'échelon. Donc ce ne sera pas un échelon unitaire, ce sera un échelon affecté du même gain, puisque les gains passent sans altération à travers la transformée de Laplace ou la place inverse. C'est-à-dire qu'on va maintenir le même gain à travers la transformée de Laplace ou la transformée de Laplace inverse. La troisième fonction usuelle très utilisée en automatique, c'est la fonction rampe. La fonction rampe, c'est une droite qui a une certaine pente. Donc la pente peut être de 1. Ici, on a pris une pente générale de A. Et donc la transformée de Laplace de la fonction rampe A de t, c'est A sur P carré. Donc on récupère au numérateur la rampe et la transformée de Laplace de la fonction droite, c'est 1 sur P carré. Du coup, si vous avez cette fonction où on divise par P carré, sa transformée inverse, on pourra dire que c'est directement une rampe. Ainsi de suite. Là, vous avez une exponentielle du style charge d'un condensateur. 1 moins exponentielle moins t sur tau. La transformée de Laplace de cette fonction, c'est 1 sur P fois 1 plus tau P. Le taux, c'est la constante qu'on a ici. T n'est pas une constante, T est une variable du temps, et P n'est pas une constante, P est une variable en fréquentiel. Donc pareil, si vous obtenez celle-là, cette transformée inverse, vous pouvez directement dire que c'est cette équation. Alors, une exponentielle décroissante, exponentielle moins t sur tau, cette transformée de Laplace, elle est donnée, c'est la même transformée, sauf qu'elle est écrite sous deux formes différentes. C'est tau sur 1 plus tau P. Ou si on divise en haut et en bas par tau, on obtient 1 sur P plus 1 sur tau. Donc pareil, si vous avez des oscillations amorties, voilà les équations. D'accord? Et puis les deux fonctions qui nous intéressent également, à la fin, c'est le sinus, 1 sur oméga sinus oméga t. Sa transformée de Laplace, c'est 1 sur P carré plus oméga carré. Et puis cosinus oméga t, c'est P sur P carré plus oméga carré. Donc si vous obtenez cette formule et que vous souhaitez calculer la transformée inverse, c'est un sinus affecté de 1 sur oméga. Le oméga, c'est la valeur que vous avez ici, mais vous allez prendre la racine de manière à avoir oméga carré. Et puis si vous avez du P au numérateur, la transformée inverse, c'est un cosinus. Quelques propriétés de la transformée de Laplace qui vont nous permettre de résoudre les exercices relativement facilement. Donc soit f de P est la transformée de Laplace de f de t, donc L, c'est pour Laplace transform. Donc c'est l'image de f de t, et donc forcément f de t, c'est la transformée inverse de f de p, f de t étant appelé l'original de f de p. Donc si cette correspondance existe, si la transformée de Laplace et inverse existe, la correspondance, elle est forcément unique. Donc il y a une seule image, f de t, il y a une seule fonction originale, f de t. Donc si je vous donne à tous la même question, calculer la transformée de Laplace de f de t, il faudra tous trouver la même solution f de p, puisque la correspondance est unique. Donc grâce à ça, on va donner quelques propriétés. La linéarité. Donc si vous avez une somme, la transformée de Laplace de la somme, c'est la somme des transformées de Laplace individuelles. Si c'est affecté de coefficients, le coefficient n'est pas gênant. On va sortir le coefficient constant de la transformée de Laplace. Donc la transformée de Laplace de alpha f1, c'est alpha fois la transformée de Laplace de f1. Donc ceci va nous permettre de simplifier
une fonction relativement complexe en identifiant une somme à l'intérieur de cette fonction transfert. Exemple, quel est l'original de la fonction transfert suivante? Voilà, donc soit vous cherchez directement dans le tableau des transforts de la place donnée. Si vous retrouvez cette expression et elle existe, vous pouvez directement donner la transformée inverse. Si je modifie quelque peu et que vous ne trouvez plus cette fraction dans le tableau, il faudra passer par une décomposition en fraction simple. Je m'explique. Cette fraction, il faudra l'écrire sous une forme de fraction simple où les fractions simples existent dans le tableau des transformés de la place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire cette fonction comme étant égale à A sur P plus B sur P plus 1. Il faudra simplement identifier A et B. Ensuite, A sur P, je sais que ça existe directement dans le tableau des transformés de la place. Son inverse, c'est un échelon d'amplitude A. Plus B sur P plus 1, pareil, ceci existe dans le tableau de la place et je peux donner directement la transformée inverse. Une deuxième propriété, c'est la dérivation. Donc, quelle est la transformée de la place de la dérivée de f? D'accord? Donc, sans pour autant calculer la dérivée de f et recalculer la transformée de la place, puisque je connais déjà la transformée de la place de f, calculer la transformée de la place de f' consiste à multiplier p par la transformée de la place de f moins f évalué en 0. Voilà, ceci me permet de réutiliser une notion que je connais, c'est celle de la transformée de la place de f, puisque f de p, je le connais, grand f de p. Et si on me demande de calculer la dérivée, la transformée de la place de sa dérivée, il suffit d'appliquer cette formule. Exemple, f de t, c'est cosinus 3t. Je sais calculer, grâce au tableau, la transformée de la place de cosinus 3t. Par contre, on me demande de calculer la transformée de la place de la dérivée de f. Donc, pas la peine de dériver et de recalculer la transformée de la place. La transformée de la place de f de cosinus f de p, je la connais. Il suffit de la multiplier par p, faire pf de p, moins évaluer le cosinus en 0. Et du coup, je vais obtenir la transformée de la place de la dérivée de ce cosinus 3t. Donc, j'évite de faire les calculs ici, hein, c'est des calculs relativement simples. Vous pouvez faire des pauses et faire les calculs sur brouillon. Ensuite, on a une propriété par rapport à l'intégration. Donc, pareil, je connais la transformée de la place de f, mais ce qu'on me demande, c'est de calculer la transformée de la place de l'intégrale de f. Très simple, puisque je connais la transformée de la place de f, c'est f de p, il suffit de rediviser par p pour obtenir la transformée de la place de l'intégrale de f. Théorème de la valeur finale. La limite de f de t lorsque le temps tend vers l'infini, je ne sais pas la calculer puisque je n'ai pas, par exemple, l'expression f de t, où le calcul est relativement difficile, mais je connais la transformée de la place de f de t, c'est grand f de p. Donc cette limite, au lieu de la calculer en temporel, je vais la calculer en fréquentiel. La limite de f de t, lorsque le temps va à l'infini, plus l'infini, puisque le moins l'infini n'existe pas, puisqu'on a une fonction causale qui est nulle pour des temps négatifs. Donc là, c'est forcément plus l'infini. Cette limite vaut la limite de p f de p lorsque le p tend vers 0. Le théorème de la valeur initiale me dit la chose suivante. La limite de f de t lorsque le temps tend vers 0, c'est-à-dire f de t remplacé à 0 plus,
est égal à la limite, lorsque le P tend vers plus l'infini, de Pf de P. Donc ça, c'est le théorème de la valeur initiale. Théorème du retard, delay en anglais, c'est le retard. Donc c'est un retard temporel. Ma fonction f de t, je connais sa transformée de Laplace, c'est grand F de P. Par contre, on me donne une fonction différente, c'est une fonction qui est retardée de taux. Donc typiquement, c'est une fonction qui ne démarre pas de 0, mais elle démarre à partir de taux, à partir d'un retard de taux. Donc pas la peine de tout recalculer, puisque je connais grand F de P. Si j'ai un retard temporel, il suffit d'appliquer exponentielle moins taux fois P fois F de P. Donc le retard taux se traduit par la transformée de Laplace par une exponentielle moins ce retard fois P. Il suffit de prendre la transformée F de P, de la multiplier par exponentielle moins le retard fois P. Donc c'est une propriété que l'on va pas mal utiliser en exercice. Ensuite, vous avez Real Variable Scale Change, donc changement d'échelle de temps par un réel variable. Donc au lieu d'avoir une fonction de t, le temps, on va le changer, on va le multiplier par a. Donc c'est un changement de temps, une accélération quelque part, une décélération du temps. Donc ceci se traduit par la transformée de Laplace par 1 sur a, f de p sur a. Une propriété qu'on utilise relativement peu. Translation par une variable symbolique. Donc, la transformée de Laplace d'exponentielle at f de t, c'est la transformée grand F de p moins a. Donc, si vous avez une translation, une multiplication dans le domaine temporel par exponentielle at, ceci se traduit par grand F de p moins a. Donc, chaque cas va être vu à travers des exemples en TD. Théorème de l'amortissement. Damping, c'est l'amortissement. Donc, on a une fonction f de t qui est amortie par une exponentielle. L'exponentielle est décroissante. Donc, l'amplitude de f de t est multipliée par une exponentielle qui décroît. Donc, elle est couverte. Elle est enveloppée par une exponentielle qui décroît. Et donc, c'est une fonction qui est amortie. Donc, en fonction du temps, l'amplitude de f de t va baisser graduellement en fonction d'une exponentielle. Donc la transformée de Laplace est f de p plus k. Aussi simple que ça. Dérivation p. Donc la transformée de tf de t se traduit par moins la dérivée de f par rapport à dp. Pareil, on a l'intégration par p. Si vous avez f de t divisé par le temps, sa transformée de Laplace, c'est l'intégrale de f sigma d sigma entre p et l'infini. Voilà les propriétés les plus importantes pour la transformée de Laplace qui vont nous aider à résoudre différents exemples liés aux transformées de Laplace. Prenons un exemple, celui de la résolution d'une équation différentielle. Prenons l'exemple d'un circuit série RC pour lequel on a appliqué une entrée échelon sous forme d'échelon. Donc l'objectif est de prédire la sortie S de t lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E. Donc, ce n'est pas un échelon unitaire, c'est un échelon qui a une amplitude E. Donc voilà notre système, un circuit RC série. À l'entrée, on va appliquer une tension E de t. C'est une constante d'amplitude grand E. Et on récupère une tension aux bornes du condensateur appelée S de t. Donc l'équation différentielle ici, on l'obtient par l'équation des mailles. Donc vous obtenez cette équation-là. La tension E égale, qui est égale à grand E, puisque c'est une constante, égale à RI plus S. D'accord? Alors l'équation différentielle n'apparaît pas puisque j'ai une variable intermédiaire qui est le courant qu'on devrait faire disparaître.
puisque j'avais dit que mes signaux sont S et E, il faudra avoir une équation dans laquelle il n'y ait que l'entrée E et la sortie S. Donc I est une variable qu'il faudra disparaître. Et ceci va être fait grâce à l'équation du condensateur qui nous donne une relation entre le courant du condensateur et une dérivée de la tension S. Et à ce moment-là, remplaçant I par C ds sur dt, on obtient notre équation différentielle RC ds sur dt plus S égale à E. Donc l'idée, c'est de résoudre cette équation différentielle, trouver S de t, et de tracer S de t en fonction du temps pour savoir vers quelle valeur va converger la sortie S de t si jamais à l'entrée j'applique une entrée constante d'amplitude E. Donc la résolution par une méthode classique que vous devez certainement connaître, et même à l'ordre 1 est relativement complexe, va vous donner la résolution suivante. Donc on va résoudre son second membre plus la solution avec second membre. Donc si vous faites correctement les choses, vous allez obtenir S de t égale à E, parenthèse, 1 moins exponentielle moins t sur tau, sachant que tau c'est une constante R fois C. Voilà, ceci nous permet de tracer S en fonction du temps, et vous allez obtenir la charge d'un condensateur. Donc on sait à chaque moment, à chaque instant t, vers quelle valeur va s'établir la sortie S. Voilà, jusqu'à l'ordre 1 pour les dérivés, on sait résoudre. Au-delà, ça devient complexe. Alors je vais vous montrer comment résoudre cet exemple simple en passant par la transformée de Laplace. Donc on va récupérer l'équation différentielle vue précédemment et on appliquera la transformée de Laplace. Donc on a dit que tout opérateur dérivé est remplacé par P, opérateur laplacien. Tout ce qui est petit s de t est remplacé par sa transformée de Laplace grand S de P. D'accord? Là on avait petit e de t. Petit e de t, comme c'est un échelon d'amplitude E, on le remplace par sa transformée de Laplace. La transformée de Laplace, si vous revenez quelques slides précédemment, d'un échelon, c'est 1 sur P, l'échelon unitaire. Sauf que notre échelon n'est pas unitaire, il a une amplitude de E. Donc la transformée de Laplace de l'entrée qui est une constante d'amplitude E, c'est E sur P. À ce moment-là, on sort S de t facteur commun, et on l'isole à gauche de l'égalité, on obtient E sur P fois 1 plus tau P. Donc ceci, on sait le résoudre. La solution, elle est directement donnée dans le tableau des transformées de Laplace, où on peut décomposer en fractions simples. Quoi qu'il en soit, la résolution en utilisant la table, puisque cette transformée est directement donnée dans la table, est la suivante. Grand E fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc on a vu qu'on a obtenu la même solution, d'accord, d'une manière relativement simple et rapide, alors que la solution dans le domaine temporel est quand même relativement simple. Plus le degré monte et plus la difficulté monte également. Dans le domaine temporel, on sait résoudre quel que soit l'ordre du système. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Il faudra refaire les différents exemples à tête reposée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci.